Bonsoir mesdames, messieurs. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir. Je vais prendre place. Bienvenue à cette conférence sur le thème du Bitcoin, un thème d'actualité économique, plus que jamais. Donc, je me présente, je suis Dan Bessis, président de SCP Israël, avec Salomé Lelouch qui est ici présente. Le SCP Israël est une association étudiante de l'ESCP Europe qui vise à promouvoir la culture israélienne au sein de l'école. C'est une association bien sûr laïque qui organise des événements d'ordre politique, économique, d'ordre de détente aussi un peu. Et tous les ans, l'ESCP Israël organise en collaboration avec HEC Israël et ESSEC Israël un voyage en Israël de 8 jours au cours duquel 110 étudiants d'HEC, d'ESSEC et de l'ESCP, juifs, non-juifs, ont l'occasion de visiter le pays et de faire un tour complet de toute sa culture, de toute sa diversité économique, politique et culturelle. Si aujourd'hui nous avons organisé cette conférence ici à l'ESCP, c'est du fait de notre collaboration avec le docteur Daniel Roach, qui est actuellement président, qui est ici sur votre droite, qui est actuellement président de la Chambre de commerce Israël-France et qui est aussi professeur à l'ESCP Europe et le fondateur de la chaire entrepreneuriat. Et donc, il nous a mis en relation avec ces trois experts du Bitcoin, par son Nathan Roach. Ces trois experts du Bitcoin, M. Veil, M. Roach et M. Noiza. Donc, tout d'abord, je voudrais commencer par une simple question. Est-ce que quelqu'un dans la salle a des bitcoins? Levez la main. D'accord, donc on a déjà une salle d'experts apparemment. Mais écoutez, on va en savoir un peu plus aujourd'hui sur cette nouvelle monnaie du futur. Petite vidéo d'introduction. Qu'est-ce que le Bitcoin? Le Bitcoin est la première monnaie électronique décentralisée. Les Bitcoins sont des pièces virtuelles que vous pouvez échanger sur Internet. Comparé à ces alternatives, le Bitcoin a plusieurs avantages. Les Bitcoins se transmettent de personne à personne à travers le réseau sans passer par les banques. Les frais sont donc beaucoup plus bas, vous pouvez les utiliser dans tous les pays, personne ne peut geler votre compte et il n'y a pas de conditions ou de limites arbitraires. Voyons comment ça fonctionne. Les Bitcoins sont générés à travers le réseau par n'importe quelle personne faisant tourner un logiciel libre appelé mineur de Bitcoin. Créer des bitcoins requiert du travail pour chaque bloc de transaction. La difficulté de ce travail est automatiquement ajustée par le réseau afin que les bitcoins soient toujours générés à un rythme prédictible et limité. Vos bitcoins sont stockés dans votre porte-monnaie électronique, ce qui vous est sûrement familier si vous utilisez une banque en ligne. Quand vous transférez les bitcoins, une signature électronique est ajoutée. En quelques minutes, la transaction est vérifiée par un mineur puis stockée de façon anonyme et permanente sur le réseau. Bitcoin est un logiciel libre et n'importe qui peut inspecter son code source. Le Bitcoin change le monde de la finance de la même façon que le web révolutionne les médias. Dans un marché global et ouvert, l'émergence d'idées grandioses est possible. Voyons quelques exemples où les Bitcoins sont déjà utilisés. Vous pouvez acheter des jeux vidéo, des cadeaux, des livres, des serveurs et des chaussettes en alpaca. Plusieurs sites d'échange existent où vous pouvez échanger vos Bitcoins contre des euros, des dollars ou autres. Les Bitcoins sont un excellent moyen pour les petites entreprises et les entrepreneurs de se faire remarquer. Il n'y a pas de frais initiaux, ni de remboursement, ni d'autres frais, et vous pouvez accroître votre activité grâce à l'économie du Bitcoin. Pour obtenir vos premiers Bitcoins, rendez-vous sur weusecoins.com. Quels sont les enjeux des bitcoins? Quelle est cette monnaie du futur? Donc, on va demander à notre premier intervenant, M. Hazard. Merci, bonjour à tous. Et d'abord, bravo, parce que la plupart du temps, quand on demande qui a des bitcoins dans la salle, il y a très peu de mains qui se lèvent, voire aucune. Et aujourd'hui, c'est la première fois que j'en vois autant, ne serait-ce qu'en pourcentage. Donc c'est bien, parce que c'est une techno qu'il faut vraiment essayer pour la comprendre. Je pense que si les gens vous en parlent, ça va être très abstrait. Du jour où vous l'essayez, il y a quelque chose qui se passe qui fait que c'est beaucoup plus accessible.
Après, je remarque que je ne suis pas le CTO de Paymium, je dois dire, je suis le CEO, mais enfin, c'est pas très grave. On a un CTO qui est David François, qui est le développeur d'origine du site bitcoincentral.net, qui est celui que nous opérons chez Paymium. On est aujourd'hui à la 3e version du site, donc c'est un travail. Donc c'est un site d'échange, hein, c'est un des sites dont on voit dans le petit film un des sites qui permet d'échanger des euros contre des bitcoins et des bitcoins contre des euros. Alors je ne vais pas essayer de présenter Bitcoin là comme ça, hein, parce que d'ailleurs le film l'a fait très bien en 30 secondes, et puis ce serait très prétentieux parce que c'est un peu comme présenter Internet en 30 secondes, c'est juste pas possible. Bitcoin, c'est plus l'Internet de la monnaie qu'une monnaie Internet, hein, faut être bien clair là-dessus. C'est certes une monnaie, mais c'est aussi une technologie extrêmement puissante. Alors comme on est dans une école de commerce, on va peut-être plus s'intéresser aux aspects économiques et je dirais même macro, mais en gros c'est une technologie qui permet de réduire les coûts de transaction. Si on prend une définition très courte de Bitcoin, ça pourrait être ça. Réduire les coûts de transaction, c'est pas juste les transactions A paye B où j'achète des chaussettes en alpaga comme dans le film sur Internet, c'est les coûts de transaction, ça peut être un contrat complexe avec des conditions de temps, des conditions de paiement très compliquées, etc. Avec Bitcoin, on peut construire une transaction qui va être le reflet de ce contrat. Donc vous imaginez les implications que ça peut avoir, c'est-à-dire que tous les frais qu'on connaît aujourd'hui d'avocats, de contentieux, recouvrement, etc., vous imaginez qu'avec Bitcoin, on va pouvoir abaisser ces frais, et surtout à l'international, parce qu'on est dans une logique de normes mondiales, d'un phénomène mondial. Donc on va pouvoir refléter les conditions de paiement d'un contrat dans une transaction qui va pouvoir être signée au moment du contrat. Enfin, je ne sais pas si vous voyez les implications que ça va, mais on peut imaginer ce que ça peut signifier en termes de réduction des coûts de transaction. Donc réduction des coûts de transaction, pas seulement carte bancaire, mais transactions complexes. Parce qu'il y a un langage de script dans la technologie qui permet de construire des transactions complexes, beaucoup plus complexes qu'une transaction carte bancaire, par exemple. Donc souvent, quand vous entendez parler de Bitcoin aujourd'hui, c'est la monnaie et réseau de paiement, mais sous-entendu alternatif à Visa, Mastercard. Alors c'est vrai que c'est ça, évidemment, mais c'est beaucoup plus puissant que ça. Et le succès de Bitcoin, c'est parce que c'est beaucoup plus puissant que ça, parce que s'il n'y avait que ça, peut-être qu'on ne parlerait pas d'un Bitcoin aujourd'hui à 600 €, par exemple, sur les places de marché. Voilà, donc je laisse peut-être maintenant la parole aux autres intervenants. Donc, nous allons demander à Mr. Fay de se présenter. Est-ce que tout le monde comprend l'anglais ici? Bonjour Paris, je m'appelle Dominique, and that's everything what is left from my 9 years school French, so I have to continue in English. Basically, yeah, I found last summer the Bitcoin community in Frankfurt with my partner Alex, and currently we are working and looking to bring Bitcoin to some emerging markets in Asia. Let's see how it develops in 2014. Yeah, and that's basically my background. Alors, je m'appelle Jonathan Rouache, je suis le fils donc, de Daniel Rouache, mais je suis ici avec ma casquette de CEO de Bits of Gold. Bits of Gold est une compagnie israélienne basée à Tel Aviv qui fait des échanges entre le Bitcoin et la monnaie locale en Israël qui s'appelle le shekel. Je suis ici en voyage d'affaires, en fait, on est en contact et avec des acteurs à New York, avec des acteurs à Paris et de par le monde. C'est une communauté de développeurs et d'entrepreneurs qui va en grandissant. Et je remarque que partout où on va, on a beaucoup de gens qui se posent des questions sur le Bitcoin, à la fois des questions techniques, comment ça marche. Il est à noter que les gens ne se posent pas la question de comment marche le réseau d'argent habituel, on le prend comme quelque chose d'évident, mais quand ça passe au Bitcoin, on pose des questions vraiment techniques, comment ça marche, pourquoi ça marche, comment est-ce qu'on pourrait peut-être détraquer le système ou pas, est-ce que c'est sécurisé. Donc on se retrouve avec beaucoup de questions techniques et à la fois beaucoup de questions philosophiques. Qu'est-ce que l'argent? Est-ce que c'est vraiment de l'argent? Est-ce que je peux faire confiance à ce système pour garder sa valeur? Pourquoi la valeur change autant? Pourquoi un Bitcoin a de la valeur? On se retrouve avec beaucoup de questions comme ça. Et ce que je suis venu faire aujourd'hui, c'est en gros laisser la possibilité à qui veut
poser n'importe quelle question, qu'elle soit basique ou qu'elle soit avancée. On va tâcher tous les trois de répondre à vos questions. Donc, on va commencer par des questions adressées à nous-mêmes. Et un peu plus tard, on va vous donner la parole. Vous pouvez rebondir sur tout ce qu'on dit et si quelque chose n'est pas clair, lever la main et demander, ou partir sur ce que vous voulez. On sait qu'il y a beaucoup d'idées préconçues sur cette monnaie, sur ces technologies. Même le fait de dire que c'est une monnaie, c'est déjà polémique. Donc, n'hésitez pas, n'importe quelle question que vous avez. Voilà. Merci beaucoup. Alors moi, j'ai quelques questions à vous poser. Dominic, how did you discover Bitcoin for the first time? Yeah, basically, like I said, I was going into Bitcoin with my partner Alex. He discovered it in 2012. And mentioned it the first time to me in 2012, basically. I was not so much into Bitcoin at this time, but the point where I really got into Bitcoin was the Cyprus crisis, when the bank accounts was frozen of the people in Cyprus, and yes, and I thought this could become interesting, and also saw the price after Cyprus spiking. I was getting into Bitcoin before the price spike. This was how I discovered Bitcoin, and in summer then we were founding the Bitcoin community in Frankfurt, because it was a bit strange. We had some communities in smaller cities like Nuremberg, Kaiserslautern and everything in Frankfurt, in Germany, but in Frankfurt was no Bitcoin activity, so just started it, and so far it develops quite well. We have now 30 attendees every meetup, and I think now the upcoming months we are also going to bring Bitcoin on the road in Frankfurt, and this is the aim for the community in the upcoming year. Okay, and so about that, tell us about the adoption of Bitcoins in Germany. Basically Berlin is also not only the capital in politics in Germany, also the capital of Bitcoin. This is so far the only place where you really have a strong Bitcoin economy, with the Bitcoin keys, where you have, I don't know, around about 50 stores, so brick and mortar stores where you can pay with Bitcoin for your vegetables or whatever. There are also some startups which are just found because of Bitcoin. So not only companies which adopt Bitcoin as a payment system, so you have really these startups which are trying to build the Bitcoin economy. This is not happening at the other cities so far, but I think this will improve over 2014. Okay, thank you very much. And well, last question, how did you start the Bitcoin community in Frankfurt? Yeah, like I said, I saw that in other cities you had already these Bitcoin meetups, even if it was just 5 people or so. We had in Frankfurt 0, and it's a bit strange. You have this capital of finance in Frankfurt with all the bank towers and the ECB. So we just started a thread on Bitcoin Talk, which is the most popular forum for Bitcoin with Reddit together. And from there it develops. We was meeting the first time in July or August, I'm not sure anymore. And the first evening, we was not sure if we are more than 3 people, but yeah, the topic is catching on. Okay, you did good. Okay. Any question pour Jonathan? Actually, I would like to comment on that. The whole meetup process, I don't know if you know what a meetup is. Is anybody familiar with meetup.com in the audience? Okay, so there's a website called meetup.com where people from online communities register and gather together physically in a cafe or anywhere to discuss their favorite topic. So it can be geeks that talk about Linux, and it can be anything, and you can assess what is going on with Bitcoin in a certain country from the size of its meetup group. So the reason I'm saying that is I'm a very proud Israeli. Israelis have adopted Bitcoin very early on. We had the first meetup was
very similar. It was 12 people looking at each other. Yeah, we discovered Bitcoin and we like to talk about it, but it's only 12 people. And then 30, 60, 120, and the last meetup was, I think, 260. It goes very fast, and the community itself is a community of people who just love to discuss this topic. Okay, but in Israel, which is like, as we all know, a startup nation, like how will government react to this new phenomenon? Je peux revenir en français. D'accord. Alors, en fait, on ne va pas parler du gouvernement israélien, on va plutôt parler des banques centrales ou des banques elles-mêmes. Elles regardent le phénomène du Bitcoin et se disent, il se passe quelque chose. On avait un monopole sur la création de l'argent et ce système que les utilisateurs choisissent eux-mêmes quelque part va à l'encontre et contraire en fait au système habituel et ne savent pas comment réagir. Donc on a deux réactions. La première réaction c'est de se poser des questions. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle bête légale qui est le Bitcoin? Et la deuxième réaction c'est de regarder sur le reste de la planète qui a fait quelque chose. Donc les régulateurs en Israël, et en fait les régulateurs dans tous les pays, se regardent les uns les autres et attendent de voir qui fera le premier pas pour déclarer quoi que ce soit de valable sur cette technologie, sur cette monnaie, sur ce système. Et un des premiers pays dans lesquels les déclarations étaient faites, one of the first places where the government took a stand was in Germany. So this is one of the reasons why Bits of Gold is expanding. Bits of Gold, the company, is expanding to Germany to find a home that is more adequate from a regulation perspective. D'accord. Mais donc, quelles ont été vraiment les réactions des régulateurs à travers le monde sur cette monnaie qui leur échappe, en fait? Alors, certains, d'abord dans tous les pays, je dirais de Western countries, on a un laisser-faire. On ne peut pas empêcher les gens de transférer des points. En fait, les bitcoins, c'est comme des points qui sont dans un système. Et les gens ont décidé que ces points, ils ont de la valeur. On ne peut pas empêcher le troc d'un service contre des points. À la base, c'est impossible dans un pays moderne. En Chine, récemment, il y a eu une décision pour effectivement empêcher l'utilisation de Bitcoin comme une forme de monnaie. Donc là-bas, il est interdit pour un business d'accepter des Bitcoins contre des services. C'est pas le cas dans le reste de la planète. Donc on a des réactions diverses, mais à la fin, à la base, les régulateurs comprennent que c'est un système qu'on ne pourra pas arrêter. C'est-à-dire, c'est un système décentralisé, on ne peut pas appuyer sur un bouton pour éteindre ce truc qui s'appelle Bitcoin. C'est énormément d'ordinateurs, de forces de calcul répartis dans la planète. Et il est impossible d'arrêter ce phénomène aujourd'hui. Donc ils regardent la question dans un angle, que faire pour quand même avoir un certain contrôle sur l'utilisation de cette technologie ou de cette monnaie. Je fais très attention de ne pas appeler ça juste monnaie, parce que le taux varie tellement que les gens ont du mal à accepter que ça pourrait être une monnaie. Donc je fais très attention. Mais les régulateurs regardent ça avec grande attention. Concrètement, est-ce que vous pouvez juste rappeler une dernière fois que fait Bits of Gold? Quelle est l'activité de votre entreprise? Donc Bits of Gold, c'est en fait une boîte qui a été montée il y a 1 an, dont le but est de donner des bitcoins aux gens, en fait de permettre de vendre des bitcoins aux gens, de permettre l'accès à cette nouvelle économie sur des marchés locaux. Donc le premier aspect est de permettre aux gens d'accéder au bitcoin.
Le deuxième aspect, c'est de pouvoir garder ces bitcoins de manière sécurisée et de pouvoir les dépenser si on veut. Donc on développe des partenariats avec des vendeurs locaux pour mettre We Accept Bitcoin sur leur site web. Et le troisième aspect, c'est d'innover sur cette technologie. Donc on a de la recherche et développement en interne pour créer des nouvelles applications qui utiliseront le fait que les gens auront déjà du Bitcoin. Mais d'abord, il faut diffuser le Bitcoin. D'accord. Et concrètement, pour acheter des Bitcoins aujourd'hui, le cours du Bitcoin... Ça, je vais laisser à Pierre, puisqu'il le fait également. Oui, alors si on veut parler en euros, le cours c'est à peu près 600 € aujourd'hui. Ça a monté beaucoup, c'est vrai, depuis la fin de l'année dernière. La montée a été progressive. Si on regarde sur une échelle logarithmique qui a plané un peu les oscillations, on va dire, c'est une montée constante depuis 10 € autour en 2011, 2012, jusqu'à aujourd'hui 600 €. Donc c'est plus lié, je pense, à la demande croissante du fait que les gens se renseignent, sont de plus en plus au courant, qu'à d'autres fondamentaux, comme le développement du commerce. On n'a pas fait x60 sur le commerce en Bitcoin l'année dernière. Par contre, on a peut-être fait plus que 60 sur le nombre de commerçants qui acceptent les Bitcoins, ce qui est une chose différente. Donc oui, il y a une montée rapide, ce qui fait dire que c'est pas une monnaie traditionnelle parce que sa valeur augmente. On est plutôt habitué à une monnaie qui s'effrite. C'est toujours amusant de regarder l'évolution de pouvoir d'achat de la monnaie centrale. Les gens oublient qu'elle s'effrite sérieusement au fil du temps. Donc ces caractéristiques font que Bitcoin en fait est construit sur des règles différentes d'une monnaie centrale. Je crois que c'est ça surtout le plus important. C'est-à-dire que comme c'est décentralisé, on a des propriétés tout à fait intéressantes. Il y a aussi des propriétés mathématiques qui permettent, ce que je écrivais tout à l'heure, donc des attributs de sécurité plus grands qu'avec une carte bancaire. La carte bancaire, par exemple, c'est un système qui a été inventé dans les années 50, donc qui n'est pas du tout adapté du point de vue de sécurité aux achats sur Internet. Alors après, on peut faire des dispositifs très compliqués comme ceux qui sont déployés sur la carte bancaire, mais du coup, les coûts de transaction sont assez élevés. Donc Bitcoin permet de réduire ces coûts de transaction parce qu'étant natif, je dirais, technologie native sur Internet, elle pose des problèmes de sécurité qui ne sont pas inexistants, mais qui sont en tout cas beaucoup moins coûteux à résoudre. Voilà, donc ça c'est pour l'aspect combien vaut un Bitcoin aujourd'hui. Donc ça augmente, je dirais, constamment. Alors après on peut se demander, oui, mais tendanciellement ça monte, donc faut pas se tromper, il n'y a pas de baisse tendancielle, il y a une hausse tendancielle. Donc après les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel, donc on est tous d'accord là-dessus. Donc à un moment ça doit se stabiliser. Ça peut se stabiliser de plein de façons, et une des façons, c'est effectivement ces réseaux alternatifs qui pourraient prendre de la valeur aussi, c'est-à-dire Litecoin, par exemple, qui se développe dans le sillage de Bitcoin. Simplement, les réseaux alternatifs, ils n'ont pas forcément le même niveau de sécurité que Bitcoin pour pas mal de raisons, notamment le dispositif, je dirais, justement, de lutte contre En fait, Bitcoin, c'est une invention qui résout le problème de la double dépense, qui était un problème de science informatique longtemps insoluble, et il le résout d'une manière qui rend le réseau difficile à cloner en fait. On ne peut pas si facilement dupliquer le réseau Bitcoin parce qu'il y a une grosse puissance de calcul dessus, et cette puissance de calcul sert à sécuriser une transaction puisqu'elle s'écrit dans une base de données décentralisée, et il faut la puissance de calcul du réseau, pour faire court, pour réécrire des transactions dans cette base de calcul, dans cette base de données. Donc on a un réseau qui est d'autant plus secure qu'il y a une grosse puissance de calcul dessus, donc il n'est pas facile de faire un réseau bis. Et aujourd'hui il y en a un, il y en a peut-être deux qui pourront survivre, mais voilà. D'accord, alors peut-être des questions. Oui, bonsoir, d'abord merci de prendre le temps et de nous expliquer un peu ce que vous savez sur le Bitcoin. Moi j'ai deux questions. Je ne connais pas grand-chose sur le Bitcoin, mais j'en entends pas mal parler. D'abord, vous disiez, monsieur Nozak, que le Bitcoin permettait pas seulement de remplacer les monnaies, mais que dans un contrat, c'était une garantie supplémentaire, ça évitait les transactions. J'aimerais bien comprendre en quoi, pourquoi et comment. Et deuxième chose, vous parlez beaucoup du Bitcoin, non pas seulement comme une monnaie, mais comme une technologie avec des calculs puissants. En quoi ça consiste, en quoi c'est une technologie qui est plus qu'une monnaie. Je te laisserai compléter. Effectivement, Bitcoin, c'est un protocole, ce qu'on appelle un protocole en informatique. Donc ça coordonne des machines pour faire accomplir certaines tâches. Donc la tâche principale du réseau, c'est d'éviter les vols, la fraude sur les transactions. Mais ça peut aussi coordonner les machines pour exécuter des transactions
avec des conditions de temps, comme je disais. Donc c'est plus que, je dirais, Alice paye Bob un bitcoin, une transaction bitcoin, ça peut être une transaction de crowdfunding. On parle beaucoup de financement participatif en ce moment. Vous pouvez monter un système de financement participatif natif sur la technologie bitcoin sans une plateforme avec de la monétique traditionnelle, avec base de carte bancaire et de virement bancaire. Donc c'est un exemple, une transaction de crowdfunding, en fait c'est ce qu'on appelle une transaction complexe, avec des conditions de temps, nombre de participants, montant à atteindre dans un délai donné, etc. Ce type de transaction, vous pouvez les construire, les coder, disons, dans le réseau, dans un message Bitcoin que vous allez signer à un certain moment, et la transaction va s'exécuter réellement, c'est-à-dire que vos sous vont être dépensés vraiment quand ces conditions sont réunies. Donc, et elles sont réunies parce que le réseau Bitcoin, il sait mesurer le temps, les transactions sont datées, etc. Vous pouvez compter le nombre de participants, vous pouvez compter les montants évidemment qui sont versés. Donc vous pouvez arriver à forger des transactions complexes. Donc c'est ça qui est souvent un peu oublié dans les discussions sur Bitcoin, c'est la réduction des coûts de transaction, notamment parce que plus une transaction est complexe, plus elle coûte cher, plus les coûts de transaction sont élevés. Et donc dans un contrat, si vous signez si vous signez tous les paiements afférents à un contrat au moment de la signature du contrat, ce que normalement vous devrez pouvoir faire si vous vous engagez à payer, ça permet à l'autre partie de vous faire par exemple des meilleures conditions parce qu'il est sûr qu'il sera payé du coup. Donc il va pas avoir de problème de recouvrement par rapport à ce contrat. Donc ça c'est super important dans un contrat entre deux sociétés par exemple. Donc du coup le coût de transaction entre ces deux sociétés va être abaissé. Je ne comprends pas comment Bitcoin peut assurer entre deux, quand il y a un contrat qui se forme, l'une des parties sera certaine d'être payée. En quoi Bitcoin peut l'assurer? Ça dépend de l'argent sur le compte bancaire. Oui, alors effectivement l'argent est gelé. Alors vous avez raison, les transactions Bitcoin sont irréversibles au sens que vous ne pouvez pas appeler un tiers, une banque, pour annuler la transaction, donc elle va s'exécuter de toute façon, c'est un peu comme un paiement en cash si vous voulez. Donc effectivement quand vous êtes celui qui reçoit l'argent, c'est quand même assez avantageux d'être payé en cash aussi. Et ça c'est ce que permet Bitcoin, c'est une forme de cash électronique, si on veut faire court. C'est un peu un raccourci, mais c'est quand même ça. C'est-à-dire que vous envoyez un message en fait dans Bitcoin qui est signé par vous. Donc personne peut, après vous ne pouvez plus contester la signature de ce message, vous l'avez signé. Après l'autre partie peut vous rembourser, c'est-à-dire vous renvoyer l'argent en signant lui-même un message, d'accord? Mais c'est un remboursement, donc on est dans une logique du cash, dans la logique de l'argent liquide, où je vous donne de l'argent, vous me le rendez, c'est un remboursement. C'est pas ce qu'on appelle un chargeback en anglais, c'est-à-dire un tiers qui annule la transaction pour des raisons X ou Y. Alors, j'aimerais placer ça dans un contexte plus simple. Alors, en fait, la question que vous avez posée, c'est une question sur des propriétés avancées du Bitcoin. En fait, le protocole permet de faire énormément de choses. Il y a comme un langage de programmation qui est inclus dans le protocole, ce qui permet de faire tout un tas de protocoles de paiement avancés. Mais à la base, le protocole le plus simple, la partie la plus simple, la plus simple de comprendre le Bitcoin, c'est en fait un livre ouvert où il y a marqué tous les comptes Bitcoin et combien dans chaque compte, combien il y a de Bitcoin dans chaque compte. Et ce livre, plutôt qu'il soit détenu dans une banque centrale ou chez un organisme tiers dans lequel vous devez avoir confiance, ce livre est détenu chez tous les acteurs du réseau Bitcoin. Donc en fait, c'est une liste d'adresses et combien d'adresses Bitcoin et combien il y a de Bitcoin dans chaque adresse. Et toute la beauté du protocole Bitcoin, c'est comment mettre à jour ce livre. Parce qu'il ne se trouve pas dans une banque. Et ce n'est pas la banque qui dit A a envoyé à B 10 Bitcoin, donc j'enlève moins 10 chez A et je mets plus 10 chez B. C'est plus le cas. C'est plus un seul endroit qui met à jour ce grand livre du Bitcoin. C'est un livre qui se met à jour de manière décentralisée. Et toute la beauté du protocole, c'est comment arriver à résoudre ce problème de mise à jour d'un livre dont on détient des milliers de copies dans le réseau, et que tout le monde soit d'accord sur l'état du livre. Qu'une fois que A a signé un message, je veux envoyer 10 bitcoins à B, et qu'il a diffusé ce message sur le réseau, tout le monde prend le livre et modifie le compte de A enlève 10, et le compte de B ajoute 10. Comment se mettre d'accord sur ce qui est le nouvel état de ce livre. Donc, à la base, le protocole permet cette transaction de base,
Mais en plus de ça, il permet des transactions plus avancées, comme Pierre a parlé, qui impliquent des changements dans le temps ou tout un tas d'autres fonctionnalités avancées. Mais à la base, c'est un livre ouvert qui se met à jour par les acteurs du réseau. Est-ce que ça répond un petit peu à votre question? Il y a une deuxième main là-bas. C'est très similaire à l'or en fait. C'est-à-dire, ça remplace l'idée de détenir en main du cash ou de l'or. Et quand on transfère des bitcoins, on transfère vraiment la détention de cette valeur à quelqu'un d'autre et on l'a plus. Et si on veut s'en servir comme base d'une économie, on a confiance que cette monnaie ou cette nouvelle forme d'or, il n'y en aura pas plus qu'un certain montant. Et c'est cette confiance-là, qu'il n'y aura pas plus que 21 millions de bitcoins dans le monde, jamais, c'est cette confiance-là qui fait que ce système peut fonctionner et a de la valeur, etc. La partie crédit peut s'ajouter après. Il peut y avoir des établissements qui viennent et qui disent « Ok, contre tant de bitcoins que vous avez mis de côté chez nous, nous vous donnons, parce que nous avons vu que dans le passé vous avez remboursé vos dettes à temps, donc nous vous donnons un crédit de temps. Ça n'empêche pas le crédit, mais à la base, ça permet de transférer de la valeur de manière immédiate et sans que la partie qui envoie la valeur puisse récupérer après ce qu'elle a envoyé. Et pourquoi 21 millions de bitcoins? Pourquoi ce chiffre? Ça, faut poser la question à celui qui l'a inventé. En fait, il faut comprendre que Bitcoin a été inventé en 2009 par une personne inconnue qui a un pseudonyme Satoshi Nakamoto. Et cette personne a fait deux choses. Elle a découvert une solution à ce problème d'envoyer de la valeur de A à B sans avoir besoin de dépendre d'une banque ou d'une tierce personne. Et la personne qui a inventé le Bitcoin a également écrit le programme qui implémente cette solution. Donc c'est un papier scientifique et c'est un programme qui implémente ce papier scientifique. Et ce papier décrivait en fait les fondements du réseau Bitcoin et cette personne a décidé des valeurs, des paramètres pour le réseau. Par exemple, il n'y aura que 21 millions de Bitcoins à la fin. Par exemple, dans les 4 premières années, la moitié des bitcoins vont être créés. Après, dans les 4 années d'après, il y a la moitié, encore un quart des bitcoins qui vont être créés. Après, encore un huitième, etc. Le rythme de production de la monnaie a été établi au premier jour. Et ce qui se passe, c'est que les gens qui ont suivi ce protocole, les premiers geeks, les premiers informaticiens qui ont mis leur ordinateur au service de ce réseau, ont décidé, nous acceptons ces paramètres-là et nous jouons selon ce jeu-là. Si quelqu'un aujourd'hui venait à dire, moi je veux qu'il y ait 50 millions de bitcoins, ben, ces bitcoins ne sont pas valables sur le réseau bitcoin normal. Les autres vont regarder, vont dire, ben, le bitcoin numéro 21 millions et 1, c'est pas un vrai bitcoin. Vous parlez un autre protocole, c'est pas le protocole originel. Donc ces bitcoins ne sont pas valables sur le réseau, ces bitcoins fake ne sont pas valables sur le réseau bitcoin normal. D'accord. J'aimerais en savoir plus sur Satoshi Nakamoto. Vous avez parlé du papier original scientifique. Moi, je ne l'ai pas trouvé. Est-ce que vous en avez la référence? bitcoin.org/bitcoin.pdf. Ok. Et c'est signé par qui? C'est signé donc par un pseudonyme, Satoshi Nakamoto. On ne sait pas si c'est une personne physique ou un groupe. D'accord. Et ça a été publié où? Juste, pas dans un journal, hein, Ça a été publié sur une liste de cryptographie, une mailing list de cryptographie.
Donc c'est une liste, il en existe, hein, vous pouvez vous abonner ce soir à une mailing list de cryptographie, hein, c'est un outil très, très connu. Alors maintenant on utilise plus des forums que des mailing lists, mais les cryptographes qui sont parfois un peu old-fashioned utilisent aussi les mailing lists. Donc ça a été publié en 2008, en novembre 2008, et c'était certes une petite communauté, mais en fait le protocole tout seul, comme disait Jonathan, c'était intéressant, mais c'était assez théorique. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a aussi publié le code. En fait, en janvier 2009, il a commencé enfin, il a open sourcé même en 2008, mais le réseau a commencé à démarrer en 2009. Et c'est en fait toute la difficulté, c'était de coder ce protocole dans un truc qui marche. Et donc c'est à la fois quelqu'un qui connaissait très bien la crypto, enfin qui connaît très bien la crypto et qui a publié un très bon papier, mais qui est aussi un très bon codeur parce qu'il fallait quand même coder le premier porte-monnaie Bitcoin hein, pour faire tourner ce réseau. Et encore une dernière chose sur le papier, pourquoi la licence, enfin le logiciel, pourquoi la licence MIT? C'est une licence libre comme une autre, il y en a d'autres, c'est vrai, mais c'est une licence libre assez libérale hein, qui vous permet d'utiliser le logiciel comme vous voulez sans craindre de payer des royalties. Alors, je ne suis pas un spécialiste des licences libres parce qu'il y en a beaucoup, mais la licence MIT est réputée quand même libérale, disons, très, très facile à... Après, c'est très facile d'exploiter, c'est pour ça que vous avez autant de clones de Bitcoin d'ailleurs. Vous pouvez démarrer un réseau Bitcoin Bis quand vous voulez, il y en a des centaines, hein, il n'y a aucune limite à ça. Évidemment, ils ne pourront pas dupliquer le réseau lui-même, hein, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver dans un problème de sécurité parce qu'il n'y aura pas assez de monde sur votre réseau, pas assez de mineurs, ce qu'on appelle les mineurs, c'est-à-dire les nœuds du réseau qui assurent la sécurité du réseau, ça vous ne pouvez pas facilement dupliquer par contre. C'est ça que les gens oublient souvent. Donc, parce qu'il y a une sécurité hardware en fait dans Bitcoin qui tient un mécanisme qui s'appelle la preuve de calcul. Donc il faut une grosse puissance de calcul. Donc vous pouvez conceptualiser le réseau Bitcoin comme un super ordinateur. C'est l'équivalent de 4000 fois le plus gros ordinateur de la planète aujourd'hui, le réseau Bitcoin. Donc c'est monstrueux. Connu. Comment ? Connu. Oui, enfin il y a les 500 premiers qui sont publiés, vous savez, c'est difficile de cacher un super ordinateur. Ça se cache pas comme ça. Donc on pense quand même que les 500 premiers, il y a un classement des 500 premiers ordinateurs de la planète. Bah, si vous alignez ces 500-là, vous êtes encore très loin il vous faut encore 20 fois plus pour arriver à la puissance du réseau Bitcoin. Donc la valeur du Bitcoin aujourd'hui, elle tient aussi à ça. Il ne faut pas le perdre de vue. Quand vous voyez les altcoins, Litecoin et tout ça, ils sont très 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 loin de ça. Et de fait, du coup, on peut considérer que leur money supply, la masse monétaire de ces coins alternatifs, en fait, elle est quasiment illimitée, parce que vous pouvez en faire autant que vous voulez, à la limite. S'il n'y a pas de puissance de calcul associée à la sécurité du réseau, vous pouvez dupliquer ça quasi indéfiniment. Alors que Bitcoin, sa force, c'est que vous en avez 21 millions, mais il circule sur un réseau qui est super strong en termes de puissance de calcul. J'ai encore une question. Si on a 21 millions et que finalement ça marche très bien, vous allez finir par devoir dévaluer votre monnaie? Alors, d'évaluer la monnaie, non. Mais commencer à utiliser des unités différentes, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà aujourd'hui, on commence à parler de millibitcoin. C'est un M avec un petit B. Pourquoi? Parce qu'un bitcoin, c'est tellement énorme, ça a tellement une valeur tellement grande, combien? 600 €. C'est pas logique de commencer à calculer en 0.03 bitcoin. Donc déjà aujourd'hui, les gens parlent en millibitcoin. Moi, quand j'achète à Tel Aviv, le sushi, je le commande en ligne, et maintenant on a fait rentrer le Pay with Bitcoin. Donc je paye 15 millibitcoins et je sens la valeur de la monnaie parce que c'est 15 MB. Donc aujourd'hui c'est en millibitcoin, peut-être que dans 5 ans, quand le bitcoin sera 10 000 $ le bitcoin, ça sera des micro-bitcoins. On parlera en mic. Alors, il faudra lui inventer un nom. Comment a commencé ce réseau? En fait, quand cette solution-là a été créée, I moved to English a little bit because so you can intervene if I'm saying something stupid. When this paper was released with the software, it was released with a small email saying, "I found the solution to the problem. Look."
And when cryptographers started looking at this solution, their eyes went like this. Actually, every computer scientist that looks at this solution and looks a little bit inside has this, you know, their eyes are like, yeah, it's an amazing algorithm. So the solution is very beautiful, and what we saw was that people got into Bitcoin at first because of the beauty of the algorithm. It's cryptographers who said, I think this is a very elegant way to solve this problem. And they started sending these coins from one to the other just for a game, just as a game. They started collecting these 500, 10,000 Bitcoins for themselves as a game. But it was not an innocent game. They understood that what is going on here is a change with what happened before. There is, this idea cannot be uninvented. And Bitcoin was the first to invent it. So they rightfully thought, if I get into this game and collect these collectible items that are called Bitcoin, it's the first time that these tokens are being made. So people decided to collect them. They said, this has value for me because I believe, I saw the mathematics and I understand the mathematics. Remember, those are cryptographers. And I believe that from the mathematics, I believe that there will never be more than 21 million. So I want to save those Bitcoins for myself as collectibles. This is when Bitcoin began to have a value, just as a collectible. And because it started to have a value, people said, well, I can send this value to you, and you send me a pizza, for example. The first transaction, the first famous transaction was how much? 10,000 Bitcoins for 2 pizzas with some anchovy. And this went to show that you can send these pieces of these tokens and receive something of value in the real world. This set the first value of Bitcoin. And from there, people saw that it's useful. So it's not only rare, but it's useful. So they started speculating that it's going to be more and more useful. And this is where Bitcoin exploded. So it was rare, so this has some value. Then because it has some value, it became a little bit useful as a means of transfer of value. And because it became a little bit valuable, it exploded in speculation. And because of this speculation, it's a little less valuable as a means of change because you don't have a fixed price, you cannot denominate in Bitcoin. So there's a circle like this. Yeah, there is a little bit of game theory into the design of Bitcoin. It's what's called the Nash equilibrium. That is, if you play by the rules, it establishes a virtuous circle in which all the stakeholders are, in fact, gaining from the rules, playing by the rules. So that was very clever also in the design of Bitcoin. The incentive mechanisms that are built in protocol are very important in the success of Bitcoin. And it's a set of lasting incentives. It's just not, short-term incentives, it's long-term incentives, so that even when the money supply is almost 21 million, the participants will keep mining because they get the transaction fees from the network, and presumably by that time the transaction fees will be so valuable and there will be so many transactions that they will perhaps make even more money than they do today with mining for new Bitcoins. Je reviens à votre vendeur de sushi. Votre vendeur de sushi, il fait comment pour adapter le prix de ses sushis à la variation du cours du Bitcoin? Parce que lui, son sushi, il lui coûte tant à produire. À la fin, il a besoin de le vendre à un prix relativement constant pour avoir sa marge. Exact. Il fait comment pour que tous les jours, donc en fait, vous avez mis le doigt sur un vrai problème, et partout où il y a un problème, il y a une opportunité business. Donc c'est exactement le business de Bits of Gold, c'est de venir chez ce vendeur de sushi, de lui donner le bouton We accept Bitcoin, mais quand l'acheteur envoie les Bitcoins, il n'envoie pas au vendeur, il envoie chez Bits of Gold. Bits of Gold immédiatement fait
la conversion en monnaie locale, et le vendeur de sushi reçoit en monnaie locale son argent. Donc le vendeur de sushi ou le restaurant, etc., ne voit pas de bitcoin s'il n'a pas envie de les voir. Si c'est quelqu'un, si c'est un enthousiaste, par exemple, en bas de notre place de travail, il y a une restauratrice qui accepte les bitcoins et qui ne les utilise jamais. Pour elle, c'est sa pension. Elle les a acceptés quand le bitcoin était à 50 $. Aujourd'hui, quand c'est à 800 $, elle continue à les accepter et elle ne les touche pas. Mais si vous voulez les changer immédiatement en monnaie locale, vous pouvez. Et à ce moment-là, ça c'est exactement le principe de processeur de Bitcoin, c'est d'aller vers ces marchands et leur donner la possibilité d'accepter des Bitcoins sans prendre le risque du changement de valeur. Et du coup, c'est vous qui prenez en charge le risque lié au délai de transaction sur le... Exactement, c'est nous qui prenons en charge le risque, mais a priori, il y a un certain fee, un certain commission sur chaque transaction. Donc c'est là le business model, c'est comment mettre cette commission pour prendre le risque, mais prendre un risque limité. Et de notre côté, nous vendons les bitcoins immédiatement quand on les reçoit. Donc on a moins de risques. Le problème derrière, c'est le plus important, le plus difficile de convaincre le commerçant, c'est de convaincre les gens d'en avoir. Parce que demain, je vais mettre 100 € de bitcoin, 100 € en bitcoin pour acheter des trucs. Mais les gens, la personne lambda, pourquoi elle va mettre 100 € dans un truc qui vaut 800 et qui va peut-être avoir 500 demain? Comment vous comptez convaincre en fait on va dire, Oui, alors c'est un peu comme un moyen de paiement prépayé, hein, si vous savez, connaissez un petit peu les moyens de paiement qui sont émis par des commerçants, par exemple. Alors là, effectivement, il y a le risque de change, mais il y a aussi l'opportunité de change. Hein. Quand on dit risque de change, il y a aussi l'opportunité de change. En fait, les gens qui font, donc c'est des gens qui croient dans la technologie et dans l'approche en fait de Bitcoin, l'approche décentralisée. Hein, c'est ça qui est important. Donc c'est presque un moyen de paiement communautaire infinitaire. Hein. Il y a des cartes. Il y a des cartes de crédit qui sont émises sur ce thème, hein, donc c'est pas particulier à Bitcoin, sauf que là, le mouvement il est mondial et je pense qu'il correspond aussi à une réalité qui est une relative défiance par rapport au système bancaire traditionnel, on va dire, et justement une confiance dans un système qui est piloté par des règles mathématiques plutôt que par des règles pseudo-démocratiques. Parce que croire que c'est le politique qui pilote le monétaire aujourd'hui, c'est un peu naïf, c'est plutôt l'inverse. Hein. On est plutôt dans la logique que c'est les politiques qui sont soumis au monétaire et au bancaire. Donc la croyance selon laquelle le politique contrôle les banques, par exemple, ou la banque centrale, c'est le gouvernement, bon, ça c'est une réalité, c'est un mythe qui commence à s'effondrer. Donc c'est le fondement communautaire de Bitcoin, c'est quand même ça. C'est les gens qui doutent un peu de ce système. Je vais ajouter à ça, imaginez un circuit, le circuit suivant. Vous détenez des bitcoins sur votre Bitcoin Wallet. Et vous avez le marchand de l'autre côté qui veut recevoir un paiement, et pour lui, il veut recevoir des paiements en euros. Donc, vous envoyez les bitcoins chez ce marchand. Ce marchand utilise par exemple les services de Bits of Gold, les services de Paymium, etc., qui reçoit immédiatement son argent en euros. Et le client qui a envoyé les bitcoins, il est par exemple connecté à Paymium, Bits of Gold, et dès l'instant où il a envoyé les bitcoins, il y a une opération d'achat de bitcoin sur son propre compte bancaire. Donc il récupère des bitcoins au moment de les utiliser. En fait, vous avez créé un système alternatif au système de carte de crédit. C'est un système en fait de débit, dans lequel le marchand reçoit l'équivalent du cash. En fait, comme on ne peut pas récupérer, on ne peut pas annuler une transaction Bitcoin, le marchand sait que quand il a reçu son argent, l'argent est là et c'est fini. On ne va pas pouvoir annuler la transaction. Donc les coûts d'annulation et les coûts de fraude, etc., chutent. Ce qui fait que c'est un circuit beaucoup plus efficace que le circuit aujourd'hui de paiement par carte bancaire. J'espère que je vous réponds à ça.
Alors ça, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. C'est un petit peu une question de... Vous devez avoir beaucoup de marchands qui acceptent les bitcoins pour que vous puissiez utiliser au jour le jour vos bitcoins pour faire des achats. Donc ça, c'est une partie, c'est de faire en sorte que les marchands les acceptent. Et l'autre partie, c'est de faire en sorte que les clients détiennent des bitcoins et veuillent s'en servir pour payer en ligne. Et reçoivent en contrepartie un prix plus bas. Parce que tout l'intérêt, c'est de baisser le coût de la transaction et le répercuter sur le client. Donc le client paye un peu moins cher parce qu'il n'y a pas tous les risques de fraude. J'ai une question, monsieur Noisel, Bitcoin Central, c'est vous aussi, c'est ça? C'est surtout Bitcoin Central en fait, Premium. On est les créateurs et les opérateurs du site. La première version du site date de décembre 2010 pour la situer. Donc on était un des 3 premiers exchanges en fait, avec MTGOX et BTCE. Et on est à la 3e version du site parce que entre temps le cours a explosé, donc les dispositifs de sécurité sont beaucoup plus sûrs, ont été considérablement renforcés. Donc aujourd'hui on a une plateforme, je dirais, au niveau pour résister aux attaques qui sont nombreuses. Une question de compréhension. Aujourd'hui, il y a autant de taux de change qu'il y a de plateformes de taux de change. Oui, vous avez raison, il y a des écarts de liquidité entre les plateformes qui fait qu'il y a des écarts de change. Par exemple, sur MTGOX, vous payez les bitcoins plus cher parce que les euros sont moins liquides en fait sur leur plateforme, sur des problèmes avec les banques, comme ils ont un gros volume, ils ont des problèmes de plafond, etc. Et puis le système bancaire n'est pas très coopératif, vous pouvez vous en douter. Donc c'est ça qui fait qu'il y a encore des écarts. Mais si on se projette un peu, ces écarts vont disparaître. Et en parlant sur votre site, quand on regarde les derniers échanges, on voit 0,002 bitcoin échangés à 600 € et 615 € échangés pour 4 bitcoins,5. Oui. Je suis pas sûr de comprendre le... Ça dépend de ce qu'on appelle la profondeur du carnet d'ordre, hein. Ça dépend des heures. Si vous arrivez à une heure où il y a peu d'ordres qui sont placés, vous avez peut-être ce type de phénomène. C'est le cours auquel ce montant de bit. C'est pas des taux de change quand il y a 615 € en face de 0,02. Vous avez 2 listes en fait. Vous avez les acheteurs et les vendeurs. Donc ils ont effectivement chacun affiché des ordres. Vous avez des ordres qui sont affichés à différents prix. Donc on range les vendeurs en commençant par celui qui offre le meilleur prix, et inversement les acheteurs en fonction du prix le plus élevé qui est proposé, et l'écart entre les deux, ce qu'on appelle le spread, le spread de liquidité, et donc on a un marché qui est raisonnablement liquide aujourd'hui, on fait en gros 100 bitcoins de volume par jour actuellement, donc c'est quand même tout à fait... 100 bitcoins, voilà, donc en euros vous traduisez ce que ça peut faire, mais évidemment il y a des places de marché où il y en a plus, mais les taux sont quand même pas si différents, sauf que je vous disais quand il y a des problèmes comme sur MTGOX de liquidité sur l'euro. Moi j'ai une question à la salle. Y a-t-il des banquiers dans la salle qui aimeraient poser des questions? J'ai une question sur I've just seen the Winklevoss brothers who made an ETF on Bitcoin. Do you think that Bitcoin has a purpose as a financial instrument rather than as a pure money, pure transaction payment? So I actually have my opinion on this ETF. I believe that it serves a different purpose. You can look at Bitcoin as an instrument to speculate and believe that this asset will go, its value will go up. So you can buy those papers and believe in 2 things. One, that the paper that you are holding is really backed by Bitcoins, and 2, that Bitcoin will go up. Or you can actually buy Bitcoins and hold it's equivalent to holding, the gold in your hands. So you decide. If you hold this piece of metal in your hands, you can also scrap a little bit off and start using it to eat or to play or to do whatever you want. When you buy an ETF, you're speculating on high and low, but you don't actually hold the Bitcoins themselves. So there are supposed to be, I think, mechanisms that allow you to
get bitcoins from this ETF, but I'm not familiar with any company that actually allows you to physically hold those bitcoins. In fact, you can use the Bitcoin ledger for any stock. So use it for a specific instrument. Using it for a specific instrument, I don't quite see the point. It's just another stock that you can trade using the Bitcoin ledger. So people are working. There are lots of people working on this kind of mechanism because you have some kind of notarized ledger on the internet. So you can use it to trade with much lower transaction costs than you would experience with a broker or a trading house. So ETF was just an idea thrown in the air, but it never really materialized. So. Could you explain what is ETF for everyone? Actually, I wish I could. From my understanding, it's a paper that follows the value of Bitcoin. It's a contract that moves with the value of Bitcoin. There are mechanisms that allow it to move with the value of Bitcoin. I'm not familiar with the underlying mechanism, but it is essentially a promise to receive as much value as the underlying asset. So there's ETF on many things. Une question en fait sur le risque de manipulation de cours avec le Bitcoin, vu que c'est concentré dans les mains de ceux qui sont rentrés les premiers sur ce marché. Pour moi, il y a un gros risque quand même de pouvoir manipuler, d'autant plus qu'il y a différentes plateformes avec de l'arbitrage. La question de la manipulation du cours du Bitcoin. J'ai deux questions. C'est la question de la manipulation et la deuxième, c'est le money laundering, le blanchiment d'argent. Qui est un sujet, mais c'est pas une question. Non, il n'y a pas de problème. On peut parler, on peut prendre le débat et écrire anti-money laundering et en faire tout un sujet. Non, c'est plus par rapport au fait qu'il n'y a pas de recherche d'identité. On va essayer de détecter quelles sont les questions là-bas. Alors, la première question sur la manipulation du cours. C'est vrai qu'il y a quelques années, quand la liquidité du Bitcoin n'était pas très élevée, des acteurs qui en avaient plus que d'autres pouvaient venir faire chuter le cours, espérer que cette chute continue avec des acteurs, des spéculateurs qui s'enfuient parce qu'ils voient le cours baisser, et récupérer un petit peu en dessous en allant acheter et en essayant de faire cette fois-ci monter le cours. Je pense qu'aujourd'hui c'est déjà un peu plus difficile à faire. Il y a besoin de beaucoup plus de Bitcoin et beaucoup plus de dollars pour le faire. Ça doit exister. Il doit y avoir des places de marché dans lesquelles les gens essayent de manipuler le cours. Mais il faut comprendre que c'est un marché qui va en grandissant, les volumes vont en grandissant, et il n'y a plus une seule bourse dans laquelle ce cours se fait. Donc, quelqu'un qui aimerait manipuler la monnaie devra le faire sur plusieurs bourses, avec des sommes très importantes d'argent. Je pense que c'est beaucoup plus pratique pour quelqu'un qui détient une grosse somme de Bitcoin d'aller se coucher, se réveiller le lendemain, et vice-versa jusqu'à ce que son Bitcoin fasse x10 et x100. Par rapport à la régulation, au anti-money laundering, c'est pas par hasard que je le dis. Le anti-money laundering est la question qui se pose quand quelqu'un regarde les possibilités de ce qu'on peut faire avec le Bitcoin. Quand vous ouvrez un Bitcoin wallet, en fait, vous avez tiré au sort un nombre au hasard, et ce nombre va maintenant vous représenter sur le réseau Bitcoin. Vous n'avez pas demandé à qui que ce soit la permission de tirer au hasard ce nombre, et c'est à partir de maintenant votre identité. Mais c'est une identité, c'est un nombre, un long nombre. Donc, on ne peut pas identifier vous en tant que personne. On sait que cette adresse Bitcoin va recevoir 2 Bitcoins ou va envoyer 3 Bitcoins. Rappelez-vous, j'ai dit que, j'expliquais tout à l'heure, le Bitcoin est en fait un livre ouvert avec toutes les adresses et combien il y a de Bitcoin dans chaque adresse. Donc ce livre est ouvert et lisible à tout le monde. Si vous allez sur blockchain.info,
blockchain.info. Vous pouvez voir en live toutes les transactions Bitcoin. Maintenant, vous voyez les transactions, vous ne savez pas qui est derrière. Mais au moment d'acheter vos Bitcoins, vous vous retrouvez face à des acteurs comme nous. Et nous, on ne veut pas être des acteurs qui donnent la possibilité à des blanchisseurs d'argent ou des gens qui utilisent des Bitcoins à des fins néfastes. On ne veut pas qu'ils se servent de nos plateformes pour acheter ou vendre des Bitcoins. On veut faire en sorte que ces acteurs-là ne soient pas dans le jeu. Donc on fait tous les efforts nécessaires, et c'est là où la régulation rentre en jeu, on fait tous les efforts nécessaires pour écarter ces acteurs. On demande une identité stricte, on requiert, en fait on identifie qui sont les personnes qui sont en face de nous. Le standard, au départ c'était un standard qu'on s'est imposé à nous-mêmes, justement pour écarter ces mauvais acteurs. Le modèle qu'on a pris, c'est un modèle de banque. Parce qu'en fait, on travaille avec des banques, et les banques elles-mêmes ont besoin de savoir qui sont toute la chaîne de transmission d'argent. Et donc, on utilise les modèles des banques pour détecter qui sont nos clients, et pour annoncer à ces clients, si vous voulez utiliser Bitcoin à des fins néfastes, ce n'est pas par nous. Alors, il y a une question intéressante. Cette régulation qu'on fait, on se l'est faite pour nous-mêmes. C'est une self-regulation. On a besoin maintenant d'avoir en face de nous des acteurs qui, avec nous, acceptent de réguler le Bitcoin pour qu'on puisse dire à nos utilisateurs, écoutez, nous reportons toute notre activité à telle et telle autorité. Si nous ne pouvons pas dire ça à nos utilisateurs, à ce moment-là, on risque d'avoir un certain pourcentage d'utilisateurs qui vont utiliser ça à des fins néfastes. Donc, il y a une sorte de jeu de régulation qui permet le Bitcoin. Donc dans cette partie-là de anti-blanchissement d'argent, on est du même côté des banques. On est tous des gens normatifs, on ne veut pas être des acteurs qui profitent à des activités néfastes. Je peux qu'être d'accord, évidemment, et surtout, si vous comparez suivre des virements bancaires dans les îles Vierges ou dans des paradis fiscaux, c'est en fait beaucoup plus difficile que de suivre des transactions Bitcoin. Donc, les deux outils du blanchiment d'argent aujourd'hui, c'est les billets de banque, billets de 500 €, etc., les grosses coupures. Et les virements bancaires dans les paradis fiscaux, parce qu'au bout d'un moment, on ne peut plus les suivre, parce que les banques mettent une opacité là-dessus. Comme on vient de le voir, la base de données des bitcoins, elle est accessible à tout le monde. Donc, si vous faites des transactions bitcoin, à un moment, il va falloir dépenser vos bitcoins, et c'est là où vous allez être visible, en fait. Quand vous allez acheter quelque chose avec, ou vous les transformer en euros ou en dollars, dans une place de marché comme la nôtre, là, il y a identification complète du client. Donc, je pense pas, enfin, je l'ai souvent dit, mais je pense pas que ce soit l'outil idéal, contrairement à ce qu'on lit dans la presse. En fait, les gens qui disent ça, c'est juste un chiffon rouge qui est agité parce qu'ils ont un agenda, ils ne veulent pas que vous l'utilisiez, Bitcoin, pour des raisons qui leur sont propres, mais c'est pas lié à une réalité, quoi. C'est vraiment plus de la propagande qu'autre chose. First of all, thank you for coming today. It's really a pleasure to see what you guys have to say. There's a question to Dominique. You mentioned the strategy of moving to the emerging markets, and obviously Bitcoin is purely based on the new technologies, the iPhones, all the computers. And what kind of problems do you see going forward in 2014 with the technology factor and moving into the emerging markets, such as Africa, where they're not fully developed in that sense yet? Yeah, we are actually not looking for Africa, so I can't really say much about Africa, but we are looking more to the Asian countries, and yeah, they also have a quite, how do I say in English, everyone has at least a cell phone or a smartphone. We are looking for markets where the internet penetration is 70% of the population, for example, so most of the educated people have access to internet and also to the informations. We have to look now that we get these informations also to the local language, because not everyone there is able to follow all these informations in the English language, and that's also some issues we have to address to educate the people in the local markets about Bitcoin. Yeah, Jonathan gives me a keyword. Especially for the emerging markets, interesting is the remittance market,
because a lot of people who have family outside of the country and his family members are sending money home. This Western Union is grabbing 12 to 15% or something. Or the other alternative is that once in a year they send a family member home in a plane with 50,000 bucks all over the body. That's not necessary anymore with Bitcoin. So if we can get the idea of Bitcoin in all these overseas communities, then yeah, this will really catch on in these emerging markets. But we have to look that we find a mechanism to cash out to the local currency, and that's exactly what we are trying to solve in 2014. And what countries specifically are you looking towards, since you mentioned China is not going to allow, and China is one of the biggest emerging markets? One of the markets is Vietnam, which is very close to China, also about regulation. So far they have no regulation in Vietnam yet, but it's quite possible that they will follow the Chinese approach about it. So if we are looking for Vietnam, we always have to look for China, what the big brother in the north is doing. Another market is Azerbaijan, where we are looking for it. This is all about personal connections, which you need in this small market. Azerbaijan is, I think, similar size like Israel, also 6 million people or something like this. If you know the right people, this will definitely help. And we know already that a lot of elite people in Azerbaijan, for example, are looking into this stuff. Yeah, let's see how we can get this together, that we get something done in Azerbaijan. Thank you. I have a question. Where are you Bitcoin stored? When you have a wallet, where is it stored? Because I saw that some guy lost his computer and he lost all his Bitcoin. So I mentioned earlier, the question is where are those Bitcoins stored? I mentioned earlier that what a Bitcoin wallet is basically a number. Your software just generates a random number for you. This number is secret, and from this number you have the Bitcoin address that is generated. So you have this secret number, you created it on your computer. This secret number lets you sign messages saying, I want to spend my Bitcoins and send them to B. If I'm A, I want to send them to B. This secret lets you sign this message. So where do I hold my Bitcoins? Actually, I'm holding them in the information. What is this secret number? If anyone who knows this secret number can come and pretend they're you and sign a message saying, send these Bitcoins to X, to evil X. So your Bitcoins are stored in this information. Now, information is something that, if you think about it, it can be a file, it can be maybe a drawing. You draw the number on a piece of paper, or it can be anything. You can even take this microphone and say the number. And this is this sound is your money. Of course, it's going to be very difficult to use it to sign afterwards because the tools are not designed to take sound. But basically, you hold the Bitcoins in the secret. Now, this secret, I'm sorry. This secret is, you store them usually on a computer, and you try to store it in an encrypted way. You don't just keep the secret normal, you encrypt the secret with a password. So you need two things. You need the information, the encrypted secret, and you need the password to open the encrypted secret and get the secret. It's the way that today people store Bitcoins mostly is on these devices or on computers or on pieces of paper. You just print your wallet. There's what's the website? There's a website called bitaddress.org, bitaddress.org, that lets you actually print a wallet, and you can store your Bitcoins there. You just take this piece of paper, you put it in a vault, and that is where, yeah. Except it's an old Internet Explorer, right? No?
Okay. So anyway, there are tools to create wallets that you can store on pieces of paper. If that answers your question, there are many ways, but essentially, if you keep the secret, then those bitcoins are yours. If somebody managed to get the secret, they can sign messages saying, "Send those bitcoins elsewhere." You see, on the left there is your public key, your wallet, the address of your wallet. So if I send bitcoins there, this will appear in the big book of Bitcoin that this address has, let's say, 1 Bitcoin. And on the right, there is the secret. Anybody in this conference who now takes a picture of this screen will have access to the Bitcoins that I will send on the left. So if I now went to send 1 milli Bitcoin to this address, then you will be able to get them from that address. I'm actually going to do that, if you don't mind. So I take my Android application and I try to look at the left. Well, I'll do it later. But you can scan the QR, send 1 milli Bitcoin, and using this right side, you will be able to access this 1 milli Bitcoin. What are the transaction fees? Because you say it's lower, but is it free, or are there any transaction fees? In fact, the transaction fees are decided by the sender. When you send money, you allocate some of the funds to the miners that will verify the transaction and secure the transaction on the network and relay the transaction. So you can put a zero fee if you'd like on a transaction. It will take a few days to be transferred. If you put a minute fee on the transaction, it will be relayed in a matter of seconds and then confirmed by the network in the next page of the ledger, if you will. And there is a new page in the ledger every 10 minutes. So that's the way fees work. But just to answer your question about how we store the bitcoins, for instance, at Paymium, we store them in bank vaults, actually. We print them on paper. We apply secret splitting techniques on them so that we don't actually print the private key, but a fraction of the private key that's hashed, in fact. And then we spread the keys in several vaults so they can be recombined using, say, 3 envelopes out of 5 envelopes, something like that. So there are techniques to so you can secure bitcoins in a much more secure way, I'd say, than cash, than traditional cash. Traditional cash, you can store their money in one place, and if that one place is compromised, then you lose your cash. Bitcoins, you can have much more clever ways of storing them in several jurisdictions, several bank vaults, and it's just so much easier to store and transfer. So it will make cash look very old. So that's also part of the answer to the money laundering question, because the more people use bitcoins, the less they use cash, then cash usage will become even more suspicious. And Bitcoin is not so easy to use for money laundering. So I think Bitcoin is actually a progress towards fighting money laundering, as opposed to what you read in the paper. They explain to you it can be used to do. It's exactly the opposite. In fact, if the technology is really spreading, it will make anti-money laundering policies more efficient. Caroline. J'ai une question en fait par rapport à ce que vous disiez au début de la conférence. Vous disiez que les banques ont un petit peu du mal à se positionner par rapport au Bitcoin, à savoir voilà, qu'est-ce qu'elles peuvent proposer. Comment vous voyez un peu le futur du Bitcoin et par rapport à ces banques, qu'est-ce que vous attendez de ces banques, qu'elles fassent par rapport au Bitcoin, quelle serait selon vous la meilleure attitude à adopter, ce qu'elles peuvent proposer. Et deuxième chose, le cash semble quand même inévitable. Et est-ce que vous n'avez pas peur non plus que le Bitcoin devienne un peu un moyen de spéculer, comme un peu à la bourse, on achète, on vend du Bitcoin, je ne sais pas si c'est déjà le cas, puisque comme la valeur change, vous donnez tout à l'heure l'exemple du commerçant voilà, qui vient de retirer le cash pour 100 et peut-être le lendemain pour 800. Est-ce que ça ne peut pas devenir un moyen de spéculer, une sorte de valeur refuge, on place son argent, on joue un petit peu comme à la bourse? Oui, alors
Alors d'abord la question du rôle des banques. Il y a un rôle immédiat et évident qu'on vient de voir, la banque comme l'endroit dans lequel on garde sa valeur. Donc 4 murs et un gardien, ça c'est une banque. Je dépose mes bitcoins à la banque et je demande à la banque de garder mon argent, et la banque prendra une certaine commission ou me fera payer pour ce service. Et ça, c'est un service classique d'une banque. C'est juste garder l'argent pour ses clients. La deuxième rôle évident, c'est... je viens d'Israël, là-bas c'est un pays dans lequel il y a beaucoup de start-up et de nouvelles technologies. Deuxième rôle évident, c'est d'aider des start-up à développer cette monnaie dans un sens qui est favorable à la régulation, c'est-à-dire de pousser cette technologie en avant et de comprendre qu'effectivement on ne peut pas arrêter le progrès et participer en fait à cette nouvelle économie. Alors, par rapport à la spéculation, vous avez aujourd'hui une spéculation gigantesque sur Bitcoin. Les gens ils regardent qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça peut être. Juste pour donner, en fait ça rejoint aussi votre première question. Le Bitcoin c'est une forme de SWIFT, nouveau SWIFT. Le SWIFT c'est le système de transfert d'argent international qui existe aujourd'hui. Bitcoin est un système qui est beaucoup plus efficace que le SWIFT. Il n'y a pas besoin d'un ensemble de relations entre banques et des banques intermédiaires. Les fees sont beaucoup moins élevés. Donc ce réseau pourrait remplacer à terme le réseau SWIFT qui existe aujourd'hui. Et si vous demandez aux banques est-ce qu'elles font de l'argent sur les transferts d'argent internationaux de leurs clients, vous répondent non. En fait, c'est tellement inefficace le transfert d'argent international que c'est un service que nous donnons à nos clients, nous perdons de l'argent sur ce service. Donc la banque pourrait même voir un intérêt à utiliser le réseau Bitcoin pour transférer de la valeur d'un point A à un point B. Alors quand je dis quelque chose comme ça, le Bitcoin pourrait être utilisé pour transférer de la valeur à la place de SWIFT, et que je sais qu'il n'y a que 21 millions de bitcoins dans le monde, et il n'y en aura que 21 millions, aujourd'hui il y en a 12 millions, et à la fin il n'y en aura que 21 millions, ces 21 millions devront représenter toute la valeur qui circule sur le réseau, ou une partie de la valeur qui circule sur le réseau SWIFT actuel. Et si on regarde les milliards et les milliards de dollars qui circulent aujourd'hui sur le réseau SWIFT, on peut comprendre qu'un bitcoin ne pourra pas valoir 600 €. Parce que quand on voudra transférer 10 milliards d'euros par jour, aujourd'hui, toute l'économie Bitcoin vaut 10 milliards d'euros. Donc, il n'y aura pas assez de tokens, il n'y aura pas assez de Bitcoin disponibles pour pouvoir faire transférer la valeur d'un point A à un point B. Donc, en fait, cette spéculation qu'on entend, c'est une spéculation qui se dit, si ce système arrive à maturité et à son potentiel maximum, il peut remplacer le SWIFT, et à ce moment-là, un Bitcoin ne va pas valoir 600 €, il vaudra 100, 1000, 10 000 fois plus. Parce qu'il faut représenter une valeur 10 000 fois plus grande. Donc cette spéculation-là, elle vient de cette croyance que, oui, ça pourrait à terme remplacer le SWIFT. Et ça ne va pas s'arrêter. Les gens qui spéculent pour... objectivement, ils regardent la technologie, ils regardent l'industrie et l'infrastructure qui est derrière, ça c'est un. Et évidemment, ils regardent aussi le cours du Bitcoin, et tout le monde sait reconnaître un cours qui va vers le haut. Donc il y a des spéculateurs qui rentrent. La plupart des spéculateurs qui veulent faire un gain très rapide, dès qu'il y a une petite baisse, ils sortent leur argent. Donc ça ajoute à la volatilité. Une question dans le fond. J'ai une question sur le protocole, dans le sens où c'est une idée à 21 millions, à chaque fois que à chaque fois que les mineurs libèrent du Bitcoin sur certains et comment ça se fait, comment ça se passera quand les 21 millions sont libérés et comment pourra fonctionner
Alors, j'ai fait référence rapidement tout à l'heure, mais effectivement, à terme, c'est les commissions de transaction qui vont prendre le relais du ce qu'on appelle la génération des bitcoins. Donc, quand les 21 millions de bitcoins auront été créés par ces transactions de génération, dans la transaction qu'on appelle Coinbase, dans la transaction Coinbase qui est dans chaque bloc, la première transaction de chaque bloc, il n'y aura plus que le reste, en fait, le petit reste qui est laissé, qui est les transaction fees, les commissions de transaction. Donc les mineurs toucheront ces commissions de transaction comme aujourd'hui. Simplement, a priori, elles seront plus importantes parce qu'il y aura plus de transactions. Et surtout, elles seront plus importantes en valeur parce que les montants, non seulement il n'y aura plus de transactions, mais aussi les montants de transactions, comme disait Jonathan, seront probablement plus élevés. Donc, c'est censé prendre le relais de ça. Mais l'autre aspect, c'est que vous avez des gens qui vont construire des services sur la technologie Bitcoin, comme nous et Bits of Gold, Payoneer, Bits of Gold. Et ces gens qui vont construire des services, ils vont, pour eux, l'infrastructure, elle a une valeur. Donc, ils vont sans doute prendre le relais des mineurs d'aujourd'hui, qui sont plutôt des jeunes étudiants en informatique, souvent dans les pays de l'Est, qui aiment bien l'aspect, voilà, argent, ils en ont besoin, quoi, aujourd'hui. Nous, je vois plus des professionnels, entre guillemets, des acteurs de l'écosystème Bitcoin prendre le relais des mineurs à terme pour continuer à miner les transactions, c'est-à-dire en fait à les faire entrer dans la chaîne de blocs, dans le fameux ledger. Donc c'est un peu ça qu'on peut... C'est ce qu'on appelle des out-of-band rewards, c'est-à-dire c'est plus la transaction fee seulement qui récompense le mineur à ce moment-là, c'est le business qu'il fait sur l'infrastructure. Alors on voit aussi parfois on parle de Decentralized Autonomous Corporations, vraiment le DAC. Les DAC c'est quoi? C'est des entités qui naissent sur Internet comme Bitcoin et qui rémunèrent leurs employés et auprès desquels les clients trouvent des services. Alors Bitcoin c'est un exemple dans le domaine des services financiers, puisque les employés de cette DAC, de cette entreprise Bitcoin entre guillemets décentralisée, ce sont les mineurs, donc ils sont récompensés par ces transaction fees et les clients, c'est les utilisateurs du réseau. Donc, vous avez une analogie avec une société traditionnelle, société anonyme, dans un cadre juridique. Les DAC n'ont pas encore de cadre juridique sur Internet. On peut penser que dans 20 ans, les juristes auront trouvé un cadre juridique, parce que c'est à peu près le temps qu'il leur faut pour réagir à une innovation technologique. Mais c'est un peu... ça fonctionne sans cadre juridique, et c'est très performant, c'est très résilient. Vous ne pouvez pas faire une attaque DOS sur le réseau Bitcoin. Vous pouvez faire une attaque DOS sur une start-up, sur Bits of Gold ou sur Bitcoin Central. Par contre, vous n'allez pas pouvoir faire tomber le réseau Bitcoin. Il va être disponible 24 heures sur 24, 365 jours par an. Une banque, vous pouvez faire tomber ses serveurs. Donc voilà, vous voyez tout de suite les avantages et le modèle économique un peu de cette histoire. C'est des avantages de réduction de coûts, de performance, mais il n'y a pas de structure juridique, donc il faut s'habituer à des sociétés, entre guillemets, des entités économiques, des acteurs économiques qui ne s'inscrivent pas dans un cadre juridique existant. Mais ça ne veut pas dire que ce cadre juridique ne va pas être créé. Ça va prendre plus de temps que les effets économiques de ces nouveaux acteurs. Il y a tout ce qui est taxes, TVA, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas de cadre de toute façon réglementaire, mais il n'y a pas de solution non plus pour... Alors la question c'est taxe point d'interrogation. Et la réponse est cash point d'exclamation. Donc vous savez qu'aujourd'hui quand vous donnez du cash à quelqu'un, vous avez le choix. Vous avez le choix d'être un criminel qui ne paye pas ses taxes, ou un délinquant, pas un criminel, ou vous avez le choix de ne pas l'être et de payer vos taxes. Et avec Bitcoin, vous avez ce choix, mais à l'international et sur Internet. Ou que feront les gens avec ce choix? Grande question. A priori, les entreprises qui sont sur Internet, des entreprises légales qui vendent des services et qui veulent avoir des comptes réglo, ces entreprises elles vont payer des taxes. Ces taxes, elles vont les payer a priori en monnaie locale. Peut-être qu'un jour, elles vont pouvoir payer ces taxes en Bitcoin lui-même. Je ne suis pas sûr. Mais les taxes sont quelque chose qui... C'est un instrument légal que vous êtes obligé de donner. Et c'est à vous de le faire. Que ce soit en Bitcoin, en cash ou autre chose. Pas de TVA pour les transactions. Alors, je n'ai pas dit pas de TVA, au contraire. Si vous achetez
un ordinateur avec du Bitcoin, vous devez payer la TVA, et cette TVA, elle sera dans la valeur de ce que vous avez transmis, parce que vous recevez, c'est la loi, il faut payer la TVA. Moi, effectivement, j'avais compris la question un peu différemment. C'est est-ce que si je vous vends des bitcoins en tant qu'entreprise, par exemple, Paymium vous vend des bitcoins, est-ce qu'il y a de la TVA sur la vente des bitcoins? C'était ça votre question? Non, c'était sur un acte avec un marchand. Effectivement, c'est à lui de. Ah oui, c'est à lui l'obligation de déclarer, mais c'est du déclaratif, hein, comme dit Jonathan. Donc ça ne change pas. Sauf que une inspection fiscale peut aller aujourd'hui dans une banque réclamer des infos. Elle peut pas. Enfin, si, elle peut. Il y a le livre ouvert là, mais retracer l'identité derrière les chiffres aujourd'hui, elle peut moins facilement aller. Oui, mais c'est quand même plus facile qu'avec du cash. C'est-à-dire, aujourd'hui, si un commerçant ne veut pas déclarer de TVA, il va sans doute plutôt préférer recevoir des billets de banque que des bitcoins. Parce que justement, avec bitcoin, il y aura une trace quasi éternelle sur Internet. Alors qu'avec le cash, ça rentre, ça sort. Donc non, c'est pas un bon outil de fraude fiscale. Et comme disait Jonathan, on n'encourage pas ça. Par contre, juste sur l'aspect TVA, on peut noter qu'en France, et je crois en Europe, il y a de la TVA quand vous vendez des biens numériques à quelqu'un, notamment un bitcoin, c'est un bien numérique un petit peu, puisque c'est pas encore une monnaie. Le jour où ce serait une monnaie, c'est différent. Mais si c'est un bien numérique, il y a de la TVA, alors qu'aux États-Unis, il n'y en a pas. Donc les Américains donc ont un petit avantage là-dessus. C'est pour ça que Coinbase, notamment, vous vend des bitcoins sans TVA aux États-Unis. Vous payez la TVA sur le service, le service qu'ils donnent. Donc ils prennent une commission et vous payez une TVA sur cette commission. Ouais, mais pas sur Quels sont les marchés les plus développés aujourd'hui, en France, où on en est en termes de démocratisation du Bitcoin, et aux États-Unis, les États-Unis sont clairement le marché le plus développé, ce qui est un peu paradoxal d'ailleurs, parce que c'est peut-être le pays où finalement il y a peut-être le moins besoin de Bitcoin, parce qu'il y a plein d'aspects qu'on pourrait discuter où finalement ils ont un système relativement plus performant peut-être qu'ailleurs, et il y a beaucoup de gens bancarisés, même si je crois qu'il y a 60 millions d'Américains qui n'ont pas vraiment de service bancaire, donc c'est assez étonnant, mais la population non bancarisée dans le monde, de toute façon je crois que c'est 6 milliards de gens qui n'ont pas de service bancaire correct, donc quand on entend les discussions sur Bitcoin aussi, c'est des discussions qui ont l'air très très pays développés, entre guillemets, parce que si on vous dit vous êtes en Afrique ou ailleurs et qu'on vous dit avec un simple smartphone vous avez finalement un compte bancaire pour 0 francs, enfin pour 0 euros, 0 francs CFA, c'est super intéressant. Donc je pense que Bitcoin est d'autant plus intéressant que vous avez une infrastructure bancaire peu développée, en fait. C'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier. Et sur le développement en termes de chiffres, c'est un peu difficile à dire, mais les marchands, c'est en dizaines de milliers, dizaines de milliers de marchands aux États-Unis, des milliers de plus tous les mois, ça c'est sûr, si on compte les métriques. Et en termes d'utilisateurs, là on est sur des centaines de milliers pour les grandes places de marché qu'on a citées déjà. Nous, comme on est aujourd'hui, on est reparti, on est sur des comptes vérifiés, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails de la réglementation, mais on vérifie les comptes de nos clients, on est sur des dizaines de milliers, mais voilà, c'est sur ces chiffres-là. Donc dans le monde, c'est plusieurs millions de personnes qui utilisent Bitcoin, on va dire, à peu près régulièrement. Aujourd'hui, n'importe quel commerce peut décréter qu'il accepte le Bitcoin C'est décréter, puis ajouter ce petit bouton qui dit « We accept Bitcoin ». Et de plus en plus de business le font. Il y a eu juste le mois dernier aux États-Unis une boîte qui s'appelle Overstock, qui est une boîte qui vend en ligne des biens. Et donc c'est une boîte énorme qui s'est mis à accepter le Bitcoin. Les premiers jours, ils ont vu des ventes dans les centaines de milliers de dollars. Ils étaient très contents de leur coût marketing. Mais c'est... faut dire que c'est un marché qui est c'est très tôt en fait. On n'a pas beaucoup de monde qui détiennent des bitcoins en main. Et en fait, la plupart des gens qui commencent à accepter les bitcoins le font pour 2 raisons. Un, pour le PR, pour être connu comme quelqu'un d'innovateur et qui accepte le bitcoin. Et 2, pour viser peut-être le marché des early adopters, tous ces gens qui ont des bitcoins parce qu'ils ont commencé dans les années 2009-2010 à mettre leur ordinateur, à les créer comme ça, on verra ce que ça donnera. Ben, ces gens-là sont aujourd'hui une force d'achat énorme. Donc, si on veut cibler ce marché de early geeks qui détiennent des bitcoins, ben, c'est parfait. On ajoute
we accept Bitcoin, c'est bon. Et est-ce qu'on peut voir justement ce succès, cet engouement pour les bitcoins qui arrive donc en 2009, qui est aussi une forme moderne de Trump, vous l'avez dit, est-ce qu'on peut voir en ça une sorte de point levé contre le monde de la finance, quelque chose qui essaye de... une alternative, quoi, voilà, C'est une alternative. Est-ce que c'est une alternative qui a été créée pour être une alternative? Je suis moins sûr. Au départ, c'est une très belle solution à un problème mathématique. Et la personne qui a créé ça, ou les personnes, étaient très conscientes de ce qu'ils étaient en train de faire. Et les paramètres étaient des paramètres qui incitaient les gens à rentrer dans l'économie. Et le fait que Bitcoin existe, ça crée une alternative à la façon habituelle, à la monnaie habituelle. Maintenant, il y a des gens qui sont beaucoup plus revendicateurs et qui disent qu'il fallait cette alternative, et qui regardent le système monétaire classique, qui disent qu'il y a des failles ici et là que Bitcoin n'a pas. Moi, je ne suis pas de cela. J'observe que cette alternative est utile. Je pense aussi que les monnaies centralisées sont utiles également. Je ne suis pas contre un pays qui essaie d'avoir une certaine politique monétaire en contrôlant sa monnaie. Il y a des erreurs qui sont faites, mais pointer sur des erreurs rétrospectivement, je ne suis pas un économiste, je ne pourrais pas le faire. Mais je pense que il y a quelque chose de beau d'avoir une alternative qui vient des utilisateurs eux-mêmes, qui mettent leur trust dans ce nouveau système en allant, en achetant, en utilisant des bitcoins. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Bonsoir, Victor Mertz. Est-ce qu'on peut la faire en anglais, celle-là? Of course. The question is for Dominic. Dominic, Germany is obviously ahead of the curve when it comes to Bitcoin adoption, whereas France is lagging behind. That's a sad state of business. So you have Bitcoin-friendly banks, you have Bitcoin-friendly businesses. Why is that? And how can we do the same thing in France? Thank you. Actually, also in Germany, you have a lot of banks who are not really friendly to Bitcoin. When we are trying to start this Bits of Gold Germany project, I also was calling the banks and asking them about opening a bank account for an Israeli company, and they were fine with it. But as soon as you mentioned Bitcoin, it was becoming really difficult. They just say no. We have the advantage that we have this Fidor Bank, which is going ahead, and it's a small bank just founded in 2009, and they had one of their executive board members who was a friend of Bitcoin and somehow pushed it through the executive board of Fidor Bank. And so now they are partnering with the German exchange Bitcoin.de and doing all the paperwork with the BaFin, the German financial authority, also partnering with the Kraken exchange. And yeah, if you have this one place with a Fidor bank, the other banks will adapt over time. Yeah, basically. How to bring it to France? How to bring it to France? Yeah, at least you have to try and to promote Bitcoin in your local communities. It's a grassroots development, and you have to try to convince the merchants and try to convince everyone around you at least. So if just the adoption in the population is high enough, the banks, any one of them will try to take care because you're holding money at least, and the first one who is trying to leech out the money of you, and the other banks will follow. You also could see this, for example, with this Lamborghini in Newport Beach in US. They are also accepting Bitcoin, which is a quite smart move because a lot of early adopters have a lot of money right now. So all early adopters are going now to this Newport Beach Lamborghini retailer and buy the Lamborghinis there for Bitcoin. And basically, yeah, you just have to try to build communities, try to speak to people about Bitcoin, and
yeah, basically that's it. Does such thing exist? Are there any Bitcoin promoters all around the world? I think the biggest Bitcoin promoters are, for the normal population, the local communities. This is really important that you try to build up this network. Also in Frankfurt we have a lot of people from a lot of different backgrounds, and every one of them is taking home from these meetups the new information, or having some discussion and say, here I know this guy from maybe a bank, maybe a retailer, whatever, and trying to build some projects around Bitcoin. This is the way to go, at least. Thank you. What we see also in Israel, Israel is already ahead of the curve, so Bitcoin adoption is, it's not in the full percent numbers, but everybody knows what Bitcoin is, and essentially every person who holds a Bitcoin becomes slowly a promoter of this currency. So, and the interesting part is that now we are beginning to see people, bankers or executive people who are getting into this currency for themselves, and this is spreading in areas where there was a lot of suspicion at the beginning. And now the information is out there. This type of population is beginning to understand the advantages of this currency. And I think there is also an element of time. It took me a year and a half before, from the moment I learned what Bitcoin is to the moment I put my hand in my pocket, took money and bought some Bitcoins. I think this time is incompressible. You have to digest what was invented and how it works, and you cannot believe that this thing is going to continue just at the first moment, because it's very new. So what we're seeing is that old-timers are already completely convinced, and they talk about it. This is the new money, it's established. People like us, we start companies in Bitcoin because we were early adopters. We know that this is money. But you guys maybe don't know, but that's fine. In 2 years, everybody will know. This is what happened also in, there was a very large conference in San Jose in 2013 this year, and last year. And we saw people inside this conference, 1,200 people, looking at each other and saying, okay, this is like the internet in '92. Everybody in this room gets it, and everybody outside of this room is looking at us geeks, saying, why do you think this is going to work? And much in the same way that in '92 you would show your mother, Netscape Navigator, and look, I click and I move a page, and this is internet, The mom would say, well, that's very cute, my son, go away. Much in a similar way, if I will show now the transfer of 1 Bitcoin from one place to another, or 1 millibitcoin, because that's not exaggerate, from one place to another, people will say, well, you're moving points. What's the big deal? So I think in 2, 3, 5, 10 years, we will all understand that this is the way money functions on the internet, and that's it. It also reaches the speculation point. This is why people speculate. The people who got exposed to this idea early are saying, okay, I got this. 99.9% of the population did not get it yet, so I have an advantage. $800, that's expensive, but maybe it's cheap, I don't know. Well, anyway, you guys are very good promoters of the Bitcoin industry. And how easy it is to cash out of the Bitcoin industry if you feel that the bubble, the speculative bubble, is going to burst somehow? Can you? So, to cash out, what you need is a person that wants to buy the Bitcoins from you, right? So if the Bitcoin is at $1,200, I'm sorry, I'm talking dollars because that's the rates that I have. If the Bitcoin is $1,200 because it went up 20% in one day,
and you're thinking, okay, this is crazy, I want to sell, you need to find a person who's willing to buy. Now, when the Bitcoin goes up, everybody wants to buy. There's more and more people who are crazy because they see a rate going up and they think I can get rich fast. When it goes down and you're trying to sell your Bitcoins, then you need to have someone that accepts the rate at which you want to sell. Now let's suppose the rate went a little bit down. It was 1,200 and now it goes to 1,100. You're trying to sell, but by the time you get there, it's already 1,000. And you were asking for 1,100. No buyers. So you go low, you go to 1,000. But people are already selling it at 900. So you can see what I just described is a wave of speculation which makes Bitcoin investment very, very risky for people who are in it in the short term. So if there's one message for this crowd, Bitcoin is a very risky investment. You need to understand try to understand the technology, try to digest it, and if you think you want in, the price itself is not really relevant because it's something to invest in the long term. Thank you very much for your answer. Are there any questions? So what do you think about other cryptocurrency like Litecoin or? Well, I would be happy if ESCP Israel will invite us again to discuss about Litecoin and other cryptocurrencies. There's a whole lot to say about this environment. If I needed to say one word, I think Litecoin, for example, is the second Bitcoin. There are many other copies of the concept of Bitcoin. Bitcoin was an idea that you can try to replicate, but the infrastructure of Bitcoin has not been replicated. Like Pierre said earlier, you have many actors with physical hardware that put millions of dollars. I believe something roughly $200 million in this infrastructure. That's my guess. In creating the hardware to produce Bitcoin and not Litecoin. So I believe that Bitcoin is the leader of this world that's called cryptocurrencies, and other currencies might be there in case there's a gigantic failure in Bitcoin which no one predicted. I'm less and less inclined to believe that there is such a failure, but you have the ideas out there. That's the short answer. The long answer is no. Okay, so thank you very much for being here. It was really an honor for us. And merci beaucoup d'être venus aussi nombreux. So now if you guys want to have a drink or maybe something to eat, you're most welcome by ESCP Israel. And really thank you very much.